Salut tout le monde. Bien, Michel, Tariq. Voilà, Daniel, JB. Salut. Le temps de partager. Voilà, Pagnon. Génial. Alès, Youssem, Farid. Pipi, pipi. Salut, Jalal. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? صحيت أحمد صيفات بالعافية برك صحيتكم. إيه. Salut, Chenil. Pip, 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 pip. Non, mais tout. Pas de génie. Comment ça, il va répondre comme d'hab? Oui, comme d'hab. Chenil, comme d'hab. Et toi? Tu vas dire comme d'hab aussi. Lord. Yo, ouais, c'est un joli surnom, ça. Lord. En espagnol, Lord Paprika. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Il n'y a pas mieux que de dire comme d'hab. Ah, quoi de nouveau? Quoi de nouveau chez vous? Quoi de nouveau? How about news? Le déglingué de service n'est pas encore venu. Et je parle de Elite, l'heure de préparer le dîner. Au spaghetti bolognaise ou au saumon. Hassan Bouffon, c'était pas le seul. Eh ben, c'est le mêlé, Hassan. Cops, c'est un bon cops. La Navia, Hassan. Bolognaise, oui. C'est bon. Avec mais un peu du fromage râpé. Ça donne du goût. David Mohamed. Attends, David et Mohamed, tu n'es jamais monté, Samir. Ou le Salim, il n'est jamais monté. Samira. Tu es un follower assidu, mais tu n'es jamais monté dans le guest. J'ai l'impression que c'est... Ah, salut. Eh ben, bon courage. Au boulot, j'ai dit Starbucks. J'ai l'impression que l'horaire, je pense, c'est trop tôt, non? Bon, ici, il est 17h. Donc en Algérie, 16h. Salut SVP, à quoi penses-tu de c'est quoi? Touline, de c'est quoi? Je pense quoi de c'est quoi? Merci Samuel. Continue ta phrase de Touline. Ah d'accord, c'est pour ça, oui. Donc, quoi, il est 11h, c'est ça à peu près? Oui, ça va. Ça va, chez Debbie et Rachid.
Fais-toi inviter par Chanel. Elle a fait des spaghettis bolognaises. Ce serait une bonne chose. Dans l'estival, oui, il fait beau. Là, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. On a volé ensemble. Chez Lévi, Rachid. Rappelle-moi. Ah, ça fait un moment. Et dis-moi, rappelle-moi. À peu près. Ah, tu es pour les hôtesses de CSS. Tu as dit, tu penses quoi de. Ben, quand les hôtesses font leur CSS, attends, je vais voir ce que tu avais posé comme question avant. Tu avais dit. Tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. Ouais. À quoi penses-tu de ces. Ah, t'as les hôtesses CSS. Ben, c'est des CSS. C'est des certificats de sécurité sauvetage. C'est-à-dire, un certificat de sécurité sauvetage, quand il est préparé par toutes les écoles, et il y en a en Algérie, je pense qu'il y a 2 ou 3 à Alger, et les gens peuvent aller au bout. Hein. Ils peuvent même, pas, même le faire valoir quand il y a des compagnies comme Qataria ou les Emirates. Aussi, hein, quand ils le passent en Algérie, je pense qu'ils ont l'exigence de faire les 60 heures à bord. Donc ils font un contrat avec la compagnie, que ce soit Air Algérie ou la Tassili. Et ils font leur stage des 60 heures et quand c'est validé, il n'y a pas de problème. Validé. Hein. Ah d'accord, Chérébi, tu es parti en 2006. Tu étais sur quelle machine? 2006. 2006, moi j'étais sur 67. 2006. J'étais Captain 67. Ouais. Et rappelle-moi, que tu étais pilote ou le steward. Il n'y avait pas de pilote avec moi, je te bien. Tu étais steward. Oui, voilà. Parce que je me rappelle très bien des pilotes qui avaient volé avec moi sur 67. Et le seul pilote qui était sur 67 aussi en même temps que moi, c'était Chelebi Emir. Mais bon, il est décédé, lui. Il était commandant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اسم الشاوية. طويلة l'affaire. Amin El Kébir, c'est mon neveu. Enfin, c'est le fils de mon cousin. Ouais. Merci. Merci. شكرا يا اسم الشاوية. Donc il m'a dit, الشاوية. Ah, c'est ton cousin? Oui, Amin, le Veda qui était chez Aigle Algérie, il était dans le commercial et voulait même rentrer en Algérie à un moment donné, il n'y avait pas de recrutement. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il devient, ça fait longtemps que je ne l'ai pas. من خنشلة بلاد الرجالة enfin بيقول الرجال تاني بلاد نساء تاني يعني بحلات. Et c'était la façon de parler des Kouyaticoul que بلاد الرجالة. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on dit ça. Tiens, il y a quelqu'un qui refait surface, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il y a du Wally, Salut Nadine, comment ça va? va bien. Ouais, ça faisait un moment. Ouais, et ça fait toujours ton gosse à côté de toi. Tu es sûr que tu fais ta formation de pilote ou là tu n'es pas babysitter par hasard? Bah, de toute façon, quand j'assiste au live, c'est que je suis à la maison. Donc, Eh ben c'est bien. ça va toi sinon? Ouais, ouais. T'as fini ou pas? Ça y est, j'ai fini. J'ai fini hier. C'est bien. Mabrouk عليك. Mabrouk. Merci beaucoup. Et maintenant, quels sont les projets? Bah, maintenant, je vais faire le multi IFR. Je commence le mois prochain. C'est bien. Et après,
Et tu as en vue quelque chose ou Non, pas encore. Il n'y a rien de... ça du Qada aussi, ça du Qada. Salut. Et il y a des ouvertures là-bas au moins. Oui, oui, on a des partenariats avec une compagnie ici au Canada. J'ai pas postulé parce qu'en fait, on peut postuler en tant qu'étudiant. Enfin, ils embauchent. Si on est sélectionné, ça veut dire qu'ils vont nous suivre jusqu'à avoir la TPL. Eh ben, ça dépend ce que tu veux toi faire. Tu peux, Ouais. tu peux Pour rester. l'instant, j'étais un peu trop focus sur pour les examens. Ouais, Euh, Là, je crois que j'aurai le temps de réfléchir. d'accord. Mais sinon, tu as aussi l'option de voir, ça dépend de tes résultats et de ce que les gens pensent de toi là-bas, au niveau de ton école, pour faire instructeur. Ça fait partie du projet final. Si jamais on me l'a proposé à l'école de faire instructeur. Ouais, c'est sûr, c'est comme ça que ça marche. Généralement, ils retiennent, ils proposent des gens qui voient tout au long d'un cursus sérieux et ils leur proposent ça parce que ça les intéresse, puisque ils connaissent très bien le fonctionnement de l'école et voilà comment ça se passe, hein. Et quand le gars il accepte, il va faire carrière avec eux ou le signer à un certain moment avec eux le temps d'aller ailleurs. C'est comme Bah, ça. c'est le meilleur moyen de faire ses heures rapidement aussi, parce qu'il n'y a pas de limite au niveau des heures. C'est pas comme les compagnies en tant qu'instructeur. Ouais. Enfin, je dis il n'y a pas de limite, mais je crois qu'il y a des limites, mais elles sont beaucoup plus élevées que. D'accord, ok. Eh ben c'est bien. Dites-moi dans le chat, est-ce que l'heure, elle dit l'heure, parce que bon, Walid et Samy et tout, ils sont au Canada, Tian, ils sont au Canada, donc chez eux, c'est 11 heures. C'est à peu près l'heure correcte quand ils sont au déjeuner, truc et tout, à peu près. Mais dites-moi si l'heure vous arrange toujours cette histoire de 16 heures, ou bien on décale la prochaine fois. Ça dépend, ben, d'accord. Parce que ça a été fait à 11 heures pour le Ramadan, ça, c'est ça? Enfin, ça a été fait à 16 heures pour Ramadan à cause du nombre de followers algériens qui suivent Ouais. le live. Et donc, c'est l'équivalent à peu près de 11 heures, 10 heures, 11 heures au Canada et ailleurs, quoi. Et bon, ça dépend. Balek, des fois, ça les arrange pas maintenant, parce que maintenant, il y a des gens Balek qui rentrent plus tard chez eux, ou je sais pas. Si ça les intéresse, hein, maintenant, non, il n'y a pas de. Après. Ça te permet de rester à côté de ton gosse ou de ta gosse et de déjeuner à l'aise. C'est ça. Puis même à partir le mois prochain, je vais avoir ma formation. Elle serait le soir. Donc, C'est un garçon ou une fille? une fille, deux filles. C'est pour ça que ça se chamaille. Ça se chamaille, ça. C'est ça. Et donc tu attends un garçon, quoi. C'est à moi que tu poses la question. Non, ça suffit. Deux, c'est déjà assez. Ok. Là, parce que l'Algérien qui a fait عقله هكذا تبلى باللي Ah, moi, ça me va. Hein. donc c'est vraiment Ça me que, va. Ouais. après, je trouve que c'est mieux. C'est mieux d'avoir deux filles. C'est mieux. En tout cas, les filles, c'est mieux. Ça, c'est dans tous les cas de figure, c'est Ouais. mieux. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que les filles, c'est. Elles sont pas gnagnas, elles travaillent bien à l'école, sont pas chiantes pendant le truc. Elles posent pas problème, mais elles commencent à aller dans un peu de trucs vers l'adolescence, mais sans plus. Mais c'est leur deal, là, c'est tout à fait normal. Mais les garçons, c'est de la merde. Je te dis ça, je te dis rien. Non, j'ai deux garçons. Bon, ils sont grands maintenant, hein. Quand je dis
garçons déjà et deux garçons. Un de 35 ans, un de 32 ans. Donc, C'est ma génération alors. oui, j'aurais bien voulu avoir des filles, mais bon. Mais ceci, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, non, on va accepter de vous en avoir. Oui, سلام سافا oui, ça va, راكم ملاح c'est bien. صحايلكم Bon. Merci. عليكم برك aussi. صافا فوتوا العيد مليح باين بلي راهو غالبك معنا شي رمضان Le live s'appelle اللايف هذا نعيطوا له بارلو افياسيون ماشي بارلو عيد. لا تاني رايحة حمام عندك سؤال في الطيران؟ مرحبا. ما عندي حتى سؤال على الطيارة باسكو كاين واحد لايروبور دي فوا كيحطونا في شغل تحس روحك هذيك البيلوت ما نعرف كيفاش قرا Ah oui. ابوني سمحي لهم معليش بنت. C'est un gaspillage d'argent parce que ça marche un peu, la connaissance de... Non, non, Touline, non, je suis pas d'accord avec toi. C'est une formation... Non, non, c'est pas un gaspillage d'argent. Le gars qui veut faire ça, ou la fille qui veut faire ça, t'en fais pas, ça coûte. Pour le poste que la personne peut occuper, c'est un investissement qui n'est pas assez lourd. Et c'est un bon plan pour que, par exemple, quelqu'un qui veut faire ce métier plus tard, s'il est à l'université ou là en même temps il fait un boulot là, ça peut être un tremplin pour aller même plus tard, faire ce qu'on appelle un recrutement interne au niveau de la compagnie pour faire un changement de statut. C'est-à-dire faire des études de pilote quand on est universitaire ou là et aller plus loin. Mais moi je trouve pas que ce soit un gaspillage d'argent. Et puis, faut que les gens comprennent qu'ils disent la connaissance à chaque fois. C'est vrai d'un côté, mais en fait, ça marche avec le réseautage. Et puis, le réseautage, on le fait déjà à partir du moment où on commence à étudier. Exactement. Donc, il faut l'accepter, c'est normal que le réseautage, si tu fais des études, tu t'enfermes, bah, c'est normal que tu n'auras pas la même chance que quelqu'un qui... Exact, je suis d'accord avec toi. Le réseautage, fiha. On en a parlé d'ailleurs avant-hier pour ça. Mais ce n'est pas tout le réseautage. Si tu veux, ce n'est pas tout d'avoir des trucs. C'est vrai que quand tu connais du monde auprès d'une compagnie, ça peut faciliter un petit peu mais seulement pour pas le recrutement en fait. C'est pour la recommandation, pour faire passer le dossier ou à la limite. Mais en fait, quand tu dois compter sur toi-même pour... Il dit ça garantit un entretien, pas plus. Ça garantit un entretien, et puis si tu performes bien pendant l'entretien, bah... Exactement. Attends, je vais m'en griller une, moi. Je vais m'en griller une, moi. Des conseils pour le psychotechnique et les tests de personnalité de différentes compagnies. Et écoute, Yogurta, il y a des bouquins pour ça. Il y a des tests préétablis sur Internet aussi pour ça, des tests psychotechniques et tout. Mais les tests de personnalité aussi, hein. Mais sinon, je vais te dire, le plus gros travail, il se fait sur soi-même, hein. C'est ce que je voulais dire, c'est d'être soi-même. Et d'être motivé, vouloir à tout prix y arriver, mais pas mais avec la hargne d'y arriver, de gagner, d'être un gagnant. Et là, il n'y a aucun problème. Parce que quand tu es en face d'un panel de recruteurs, il ne faut pas mentir, ni essayer de montrer un visage sympa. C'est pas ça ce qui est demandé. Ou la carpette, ou les amènes avec
genre lèche-cul, et etc., pour ne pas dire trop de gros mots. Mais rester soi-même, répondre succinctement à ce qui est dit, montrer son profil, et ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Être honnête intellectuellement, surtout, etc., etc. Puis ils arrivent à voir les vrais profils aussi. Hein. Oui, de toute façon, Celui qui se la joue beaucoup. pour avoir mené un petit peu, pour avoir assisté à des trucs comme ça, d'interviews, la mimique, la façon de s'asseoir, la façon de parler, la façon de présenter son projet, la façon de répondre aux questions, on dit long sur la personnalité du gars qui est en face. Et la façon de regarder, la façon de répondre, la façon de croiser les jambes, les bras, la façon physique, physionomique et ce qui émane de son visage, etc., ça se voit tout de suite. Hein, si le gars est en train d'essayer de noyer le poisson à un moment donné, alors quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Il vaut mieux dire je ne sais pas que d'essayer de chercher des trucs. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut dire je ne sais pas. Ou, voilà, tu dis quelque chose, si tu le dis, même si c'est faux, mais tu l'as dit parce que tu le pensais, et il vaut mieux que d'essayer de noyer le poisson et de dire voilà, et je. Elle dit que ça marche pas. Eh ben oui, mais si, bon, ça c'est le stress, tu as eu du mal à détacher ta montre au début, parce que c'est le stress et que tu étais pratiquement, comment dirais-je, pressé d'en découdre. Tu te disais, Rabbouk, c'était chic, mais le test, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. La meilleure façon d'arriver et de passer haut la main le test, c'est de faire fi du temps. Le temps, il faut l'oublier. Et tu vas voir, quand tu oublies le temps et que tu es en train de répondre ou d'interagir avec le panel, tu vas voir que le temps passe très vite. Et à un moment donné, on va te dire, bon, monsieur, c'est fini. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu commences à regarder ta montre, essayer de dire, oh, peut-être que je l'affaire, ça c'est le stress. Le stress, après, il se met de la partie et tu pourras pas. Et quand tu sortiras, tu vas te dire merde, j'ai merdé de bout en bout. Mais ça veut rien dire. Hein. Ça dépend ce que vont penser les gens qui sont en face de toi. Il faut savoir quelque chose. Le gars, quand il rentre en interview, ceux qui sont en face de lui n'ont pas d'idées préconçues. T'en fais pas. Même s'ils ont des consignes de te casser, le gars, il n'est pas là pour te casser parce qu'on lui a dit de te casser, par exemple. Ça peut arriver. Hein. Il y a des je te cache pas, hein. Il y a des interviews qui sont menées comme ça, parce que le gars a telle personne ne passe pas. Mais ça ne veut rien dire, parce que quand tu es en face, si tu dégages ta vraie personnalité et tu réponds aux questions au plus profond de toi, même si tu les connais, si tu ne connais pas, tu dis je ne sais pas, et que tu sois honnête intellectuellement, il n'y a aucun problème. Ça passe haut la main. Mais si tu rentres avec déjà des idées préconçues, qu'elle va dire voilà, m'andis ma'rifa, va dire hagrouni, menna, non. Ça veut dire que toi-même, tu n'y crois pas. Comment veux-tu que les gens voient en toi quelqu'un qui y croit? C'est pas possible. Ceci dit, il ne faut pas être aussi overconfident. Il ne faut pas dire je sais tout. Mais qu'est-ce que c'est? Overconfident. Réponse, il faut répondre aux questions données dans la mesure de la connaissance. Sans précipitation, succinctement, logiquement, d'après ce que tu as étudié, ce que tu as vu, ce que tu connais. Et ça se passe très très bien. Moi, j'ai eu qu'à assister à des trucs. J'ai vu des gens rentrer stressés, mais leur stress a été surmonté par leur connaissance
et par leur réponse spontanée, d'une façon logique et normale, oui, parce que tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Ouais, je pense qu'ils cherchent beaucoup plus une personnalité d'abord et après les compétences après. Ammar, c'est pas le leader qui est recherché. Le leader, il va apparaître dans un groupe. On va te poser une question sur le leading, justement. Sur, voilà, vous êtes un groupe, vous allez partir ensemble quelque part, nanana, nanana. Mais là où tu vois le leader dans cette histoire, c'est quand il y a le groupe ensemble. Pour voir comment ils se discutent entre eux. Ils ont par exemple des trucs à se partager ensemble. Comment ils vont faire le partage? Comment ils vont se partager les tâches? Comment ils vont discuter? Comment ils vont traiter un problème ensemble? Ce qui est recherché dans un groupe, c'est la synergie du groupe. L'action de travailler ensemble dans un environnement donné. Et ça se voit, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Parce que quand tu vois le gars, ça veut dire, quand il essaye de s'imposer par la force, non, on ne s'impose jamais par la force. On s'impose par ses idées claires, exposées, partagées et traitées ensemble. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un commandant de bord chez British, c'est un Français. Il a raconté comment il a été refoulé chez Air France. Et lui, en fait, ils l'ont mis plusieurs pilotes ensemble. Ils ont exposé un problème. Ils ont dit, on va voir comment vous allez le résoudre. Et quand il est revenu, lui, en tant que leader, il a dit, on a eu un petit peu de difficulté, mais on a trouvé la solution. Et le mot de dire, on a eu un peu de difficulté, ça lui a valu la place. Il a dit non. Et on lui a expliqué qu'après, il n'a pas été pris parce qu'il a dit qu'ils ont eu la difficulté. Il fallait pas. JB. Et JB, ton micro. JB, ton micro. T'as mis le thé, c'est bon? Ah, tu as dit, je serai avec vous dans 15-20 minutes. Ouais, pas tout. Tu vois? C'est bon, hein, ça y est, on va pas le prendre. Je t'ai coupé le micro, hein, parce que tu as mis le thé. D'accord. Tic, tic, tic. Yogurta, tu as passé des trucs, tu nous as pas dit. Tu as passé les trucs PNT. C'est de I qui a percé de. Bien l'artiste. Roger. Ah oui, pas encore, d'accord. Ah, c'est toi, d'accord. Toi, IR des Z, d'accord, I. Peut-être maintenant, IR des Z, maintenant. il y a que la photo qui n'a pas changé. J'arrive à le reconnaître. D'accord. J'ai l'impression, Ir, que. Ir, j'ai l'impression que peut-être tu. Je sais pas, hein, je te connais pas, je vais peut-être émettre un avis comme ça. J'ai l'impression que tu mets la charrue avant les bœufs chaque fois. Mais tu essayes d'être avant l'avion beaucoup plus rapidement possible, mais il faut tempérer tes actes. C'est-à-dire, tu as passé, c'est vrai, tu as passé la sélection cadet à la France, ça peut foirer, ça peut passer, mais du calme. Hein. Il faut pas rester, si c'est un échec, il ne faut pas rester sur l'échec. Quand Walid, pour arriver à ce qu'il a fait, depuis qu'il assiste sur live, on a vu un petit peu les différentes phases, et il a mordu de la poussière hein, de temps en temps. Et c'était pas. Je suis sûr qu'à un moment donné, il a dû se dire j'abandonne Karat. À un moment donné, parce que c'est comme ça la vie d'un pilote. Hein. T'as qu'à un moment donné. C'est pas possible, maintenant je suis fatigué, j'arrive pas.
Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut avancer. Tu as des doutes. À partir du moment où tu décides d'être pilote, tu commences à avoir des doutes déjà. Exactement. Je te dirais encore mieux, il y a même des gens qui étaient avec nous, first officer, excellent, 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 je dis, travail, truc et tout. Le jour où ils ont été proposés pour passer captain, ils commençaient à avoir des doutes. Mais c'est des doutes légitimes, hein, c'est-à-dire, parce qu'il se remet en cause, il va se dire, purée, moi, tout le temps j'étais à droite, la responsabilité ne m'incombait pas, maintenant que je vais être à gauche, je vais être responsable de beaucoup de choses d'un volet très important qui est le leading, justement, d'être leader d'un groupe. Voilà, voilà. Et donc, il commence, en réfléchissant comme ça, il commence à se mettre des freins dans sa tête. Mais ça, il faut les dépasser, ces clivages. Il faut dépasser, il faut aller. Il faut que c'est bon. Je pense que je suis prêt, j'y vais. C'est comme ça. Il y aura des embûches sur le chemin. Mais c'est des embûches que tu peux lever rapidement. Hein. C'est pas... Oui, voilà, j'ai compris, c'est vrai, c'est difficile à accepter au début, car je trouve que j'aurais bien fait le job. Oui, Esma, tout le monde se pense beau jusqu'à ce qu'il se voit dans le miroir. Hein. Ça Et dépend de quels yeux. puis il faut savoir un truc, peu importe ton niveau, l'examinateur, il peut te mettre en difficulté. Tu peux être aussi bon que tu veux. On appelle ça, L'examinateur. Ouais. on appelle ça la loi de qui peut le plus, peut le moins. D'ailleurs, plus tu es bon, plus on te mettra la barre haute. Plus tu es bon, plus on te mettra la barre haute. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te remettes en cause. Et c'est ça, la beauté de ce métier. Jamais, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Jamais, 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 jamais. Tu vas apprendre toute ta vie jusqu'à ce que tu sortiras à la retraite. Et même après ta retraite, moi j'apprends beaucoup avec les lives, par exemple, avec des gens, trucs et tout. Quand je bouquine ou là, je lis des choses, j'apprends beaucoup. Et donc quand tu es dans cette espèce de délire d'être ou d'avoir été ou d'être pilote, tu es tout le temps en train de te remettre en cause. Dans tes idées, dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça qui est bien. Farid, il a dû se noyer dans son... Ah, sauf que je parle du loup, il montre ça que Farid Bouaza. J'ai dit Farid, Farid a apparu. Salut les amis, salut Salut Nordine, Farid. salut Walid, le revenant. Tu parles du loup, je suis pas un loup, Roy. Quand tu parles du loup, il montre ça que... Quand j'ai dit, quand j'avais dit, j'ai dit, ah tiens, Farid, tac, tu apparu. Eh ben, Ah, c'est... voilà, j'espère que ça va nous porter bonheur. Je t'écoutais justement quand tu parlais de ces doutes qu'a un copilote Mais ça qui se pourrait, voilà, mais ça se surmonte, ça qui... se surmonte. Chauffe, ça se surmonte. Moi, mon premier vol lâché en tant que commandant de bord sur Fokker, chauffe, je te dis pas le stress en tant que commandant de bord, hein, pas en tant que pilote, un truc et tout. Le stress que j'ai à subir pendant le vol. Sur Fokker, j'avais fait Alger, Tougourt, Alger, Alger, Gigel, Alger. Et bien sûr, la loi des emmerdes de Max, le temps était exécrable. Mais j'étais lâché, j'étais commandant de bord. Et j'avais un copilote qui n'était pas aussi ancien, plus ancien que truc en tant que copilote. Alors qu'après, bon, on a changé un petit peu les lois, on mettait un commandant de bord quand il venait d'être lâché, on le faisait voler avec un copilote plus ou moins ancien en tant que copilote dans la machine, pour différentes raisons, pour l'interaction, pour discuter, pour beaucoup de choses. Mais crois-moi que c'est pas évident à un moment donné. Ça fait la honte, je suis avec tout mon respect. Qu'est-ce qui fait la honte? Bon, la honte d'abord c'est avec O. SK, qu'est-ce qui fait la honte? Chouma avec tous tes respects, explique. Explique Chouma de quoi, la honte de quoi? La honte ceci dit avec O. Bel c'est le clavier.
Justement, c'est-à-dire que bon, je voulais en venir à justement à le leadership. Ouais. Ça, c'est un état d'esprit, ou bien même, je dirais, soit on l'a, soit on l'a pas, hein. Soit on est leader, soit on ne l'est pas, hein. On le devient peut-être, mais alors, On le devient, le devient. Tu vas faire le leading dans tout, hein. Tu sais, ce n'est pas les plus bagagés, les meilleurs trucs qu'on met à la tête de trucs. C'est ceux qui peuvent percuter à une situation à un moment donné, à la tête de société. C'est pas quand tu vois un PDG, c'est pas parce que il a des bagages ou le truc. Non, tu le deviens en nourrissant tout ça, c'est-à-dire en travaillant, en faisant beaucoup de thérapie de groupe, en s'immisçant dans les affaires, et tu le deviens. Donc, le doute existe chez tout le monde, hein, chez tout le monde. أنا bien قلت لك لا honte la chouba, s'il vous plaît, parlez arabe. là on parle pas arabe, on parle français تسالينا هيا خلينا la honte تاعك. أنا je sais pas parler arabe, نعرف نهضر دارجة أنا. Je sais pas parler arabe, est-ce que d'accord? Donc, tu le deviens par toi-même. Mais bien sûr, en faisant du travail sur toi-même. Tu vas travailler beaucoup, beaucoup sur toi-même pour le devenir. Tu- Tout à fait, c'est vrai. Et on ne s'impose pas par la force dans un endroit. On ne s'impose jamais par la force. On s'impose par ses idées, par sa façon de faire, la façon d'être, la façon de transmettre, la façon d'écouter. Parce que parler, c'est savoir écouter. D'abord, oui, ouais. Bon, est-ce que tu devrais apprendre le français aussi, mais tu en français ou en anglais Sinon, Farid, pour un jeudi, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est un jeudi en Algérie. Voilà. L'avant-week-end. Ouais. Les gens commencent à se pavaner. Ça a été un long week-end, hein, depuis l'Aïd Ouais, effectivement. C'est clair, c'est clair. Je Mansour. discutais avec Mehidine en aparté suite à une vidéo que j'avais donc publiée d'un d'un décollage à Jakarta. Ouais, Et il me faisait la remarque, parce que bon, c'est une vidéo à partir du cockpit, hein, donc tu vois le cockpit, donc le monitoring et le flying, c'était le commandant, en l'occurrence le flying, ouais. et qui pousse sur un 777, hein, qui poussait donc la manette des gaz à fond au décollage. Et il me disait pourquoi la manette des gaz est à fond, est à Toga. Je fais, mais tous les décollages se font à Toga, mais bon, il y a des spécificités, bien évidemment, la chaleur, le poids, le vent, il y a pas mal de paramètres qui font que. Mais en général, tous les décollages se font à Toga. Alors je me posais la question de savoir si j'avais fait une erreur de lui dire ça ou pas. Donc j'ai fait une erreur d'après toi. Ouais. Tous les décollages sont pas au Toga. Le Toga, c'est quand justement le flex ne permet pas le bon rendement des réacteurs pour décoller. Et ça va faire bouffer la piste rapidement. Donc en mettant Toga, tu vas dépasser ça. Mais de toute façon, le système, quand tu vas rentrer tes paramètres le jour même, c'est lui qui va te donner le choix. En fait, ton poids, la température, l'altitude de terrain, etc., etc. Donc il va te donner le choix de faire du flex, ce qu'on appelle sur les Airbus, hein, du flex. Merci, et même si quand tu fais le flex et que c'est pas suffisant au décollage, à un moment donné, juste avant la décision de bouffer ou de ne pas bouffer la piste, que ce soit avant ou même après V1, c'est de passer directement à Toga. Il nous est arrivé de le faire, surtout à Pékin. À Pékin, pourtant la piste est longue, hein, c'est 3600 mètres. Full, Exactement la même longueur que Jakarta, t'es 3600 mètres. full passager, full le truc, donc on était à 238 tonnes pour la masse maximale au décollage. Donc quand tu rentres, il va te donner, parce que le flex, c'est quoi le flex? Tu vas leurrer le réacteur en disant, voilà, ce jour-là, voilà la température, c'est une température virtuelle, hein,
que tu vas le donner au réacteur. Lui, qu'est-ce qu'il va calculer? Il va dire, pour cette température, pour cette piste, pour ces paramètres, je vais te faire décoller à partir de telle distance. Justement. Ouais, mais Maniche, en y allant, si tu vois que ce boost de réacteur n'arrive pas, et que, alors quand tu as dépassé V1, ça c'est clair, il faut continuer. Ça c'est clair, quel que soit le problème. En passant sur Toga, tu vas surbooster les réacteurs pour décoller le plus tôt possible, c'est tout. Mais, pourquoi il y a le flex? Justement, c'est pour préserver ces réacteurs. Parce que si tout le monde décolle tout le temps à Toga, les réacteurs, tu vas les déposer plus rapidement que la normale, quoi. Tu vois. Voilà. Donc justement, je te comprends. Donc il faut expliquer que le flex, c'est la poussée nécessaire au décollage. C'est ça le flex, c'est la poussée nécessaire. Mais en général, les pilotes utilisent Toga. Ben, pas en général, non, au contraire, pas en général. Justement, c'est exceptionnel quand ils utilisent Toga. En train de nous dire que quand même quelque part ils insèrent de fausses informations de façon à ce que Toga puisse être utilisé. Je t'ai pas dit, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Fausses informations, ouais. La température. Le calcul, il est fait de telle sorte que cet avion, à ce poids-là, avec cette histoire, va décoller, quel que soit X, à telle distance. Maintenant, le commandant peut décider de nouvelle boost et de passer à Toga sur une suspicion pour mettre toutes ses chances de son côté. Ça va. Mais ce qui est conseillé dans la SOP, justement, c'est de décoller, de préserver les réacteurs le maximum possible. Voilà. Merci pour tes explications. Oui, j'y vais. T'es revenu? Salut les amis. Ouais, Tu parlais du flex et du reduced Salut. thrust takeoff, oui. Salut JB, ouais. Je disais juste que bon, effectivement, enfin, la préférence du pilote, ce serait d'utiliser Toga, mais bon, ma foi, sur suspicion, il peut s'agir, enfin, je pense que tous les pilotes peuvent avoir cette suspicion et utiliser Toga, je veux dire, tu vois ce que je veux Avec dire. un exemple, je vais te donner un exemple. Le dernier vol que j'ai fait, c'était Médine-Oran. Il faisait à Médine 46 degrés. La piste, 3500 mètres. La 35-17. Quand je prends la 35, impossible que je puisse décoller à ce point-là où j'avais, avec les bagages, trucs. Donc j'ai pris la 17. En prenant la 17, parce que le vent était de travers, donc quelque soit que tu prends la 35 ou la 17, c'est la même chose. En prenant la 17, c'était limite. Pourtant, à cette altitude, sur l'aéroport et tout, le système me donnait flex. Donc j'ai mis le flex. Mais je suis passé en Toga pratiquement à peu près à 500 mètres avant la fin de la piste. Pour te dire, c'était bien après V1. Et on a décollé au panier de la 17, pour te dire. C'est-à-dire limite. Je ne l'aurais pas fait. J'aurais quand même décollé, mais avec une pente vraiment 100-200 pieds minutes au décollage. Et heureusement que sur la 17 à Médine, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas des restrictions de passer des altitudes à un moment donné. Mais quand tu expliques au contrôleur que tu ne peux pas effacer ces obstacles, enfin cette altitude avec ce poids-là, lui, il va te donner un cap, pas de problème, jusqu'à ce que tu puisses rejoindre les 7000 pieds, revenir à droite, parce qu'à Médine, tu n'as pas le droit de tourner tout de suite et passer sur le Haram, par exemple. Donc, c'est une décision dans la seconde. Il n'y aurait peut-être rien eu si j'avais laissé décoller avec une espèce de Vario 100-200 pieds. Mais peut-être il aurait pu y avoir quelque chose. Il aurait pu... peut-être j'aurais déjaugé peut-être après les peines. Donc, tu vois, c'est des trucs à l'instant T. Et ça vient comme ça. Et puis, en plus de ça, bon, sur Airbus, je pense que c'est pareil que sur Boeing, il y a des conditions dans lesquelles tu ne peux pas faire de flex.
Exactement. Par exemple, piste mouillée, ventre à verre, piste Oui, contaminée, panachage réacteur, tout ça. Enfin, il y a tout un tas de conditions dans lesquelles tu peux pas faire de reduce take-off. Et puis, comme C'est- disait Nordine avec raison, il y a des fois, tu te dis, bon, même si les calculs me donnent flex, mais excuse-moi, moi, je préfère y aller. Et combien de fois, normalement, par exemple, il y a même des fois où on a décollé full take-off thrust on the brakes, par exemple, au lieu de faire un rolling take-off. c'est quoi La ça? différence, il y a deux manières de faire un décollage. Il y a la manière où tu arrives sur la piste, tu t'alignes, tu n'arrêtes pas l'avion, tu mets la puissance pendant que l'avion roule. Mais comme on doit faire un check de stabilisation des réacteurs, on affiche une première puissance intermédiaire en quelque sorte, on vérifie que les réacteurs fonctionnent bien, ensuite on met la poussée décollage qu'on a calculée, flex ou toga ou peu importe, très bien. Mais pendant le temps où on n'a pas la full take-off thrust, bien évidemment l'accélération de l'avion n'est pas celle qui est totalement calculée par les calculs que l'on fait pour les limitations. Donc, si tu veux, en faisant un rolling take-off, ce qui est ça, c'est ce cas-là, on augmente légèrement les distances de décollage par rapport aux distances calculées, parce que les distances calculées, elles partent du principe que l'avion est à vitesse zéro, qu'on affiche la poussée de décollage et qu'on lâche les freins. Très bien. Eh bien, il y a des fois où, même si la piste est longue, etc., mais comme c'est des trucs marginaux, il fait très chaud, il fait ceci, il fait cela, on met toute la puissance sur les freins et on lâche les freins en dernière minute. Et il y a même des fois, on maximise, parce qu'on a des possibilités de maximiser le poids au décollage, soit en faisant un décollage sans pressurisation, enfin sans prélever d'air sur les réacteurs, donc on gagne un peu de poussée puisqu'on ne prend pas d'air sur les réacteurs, ou bien on peut faire une augmentation de la masse au décollage en augmentant V1, VR et V2, ce qu'on appelle l'improved climb, enfin peu importe, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais il y a des fois où même si on peut se permettre, d'après les calculs, de décoller sans faire de maximisation, par exemple la blitz of takeoff, eh ben on va faire blitz of takeoff pour notre sécurité. On va rajouter ça, on va même pas le rentrer dans les calculs, on n'en tient pas compte, mais on sait qu'on a une poussée supplémentaire pour décoller. Voilà. Ouais. À votre avis, quelle est la meilleure spécialité dans l'aéronautique et pourquoi? Bah, toutes les spécialités dans l'aéronautique, que ce soit de la conception jusqu'à piloter ces avions, les essayer, les piloter et tout, c'est maintenant, étant à la retraite, je te dirais que la conception, d'essayer de trouver les meilleurs profils pour faire un avion, pour essayer d'optimiser les trucs, faire de la sustain sur le fuel, l'économie fuel, c'est à la mode maintenant l'index carbone, etc., etc. Faire de la recherche à ce niveau-là. Bon, maintenant piloter les avions, ça devient pour le pilote, ça sort d'Anna. Et voilà. Maintenant, quand tu sors de ce contexte, je ne parle pas de spécialité, mais d'accompagnement dans l'aéronautique, c'est de faire de l'instruction, de la formation, etc., etc. Voilà. J'ai été étonné d'une fonction au sein du BEA Ouais, qui est acousticien. ouais, C'est ouais, lui qui s'occupe du CVR. oui, oui, l'écoute, oui, oui, oui. C'est quand même Parce incroyable. parce qu'il faut savoir que le CVR, le Cockpit Voice Recorder, c'est un enregistrement. Et donc c'est un enregistrement dans un environnement bruyant, contrairement à ce que pensent les gens. Le cockpit, il est bruyant, hein. Nous, on mettait les casques, ou là, des fois, on met pas le casque parce on s'était accommodé avec ça. Mais c'est un environnement très bruyant. Et le spectre du CVR, il faut vraiment avoir l'oreille pour écouter des clics, une petite sonnerie anodine, une fermeture d'une porte du cockpit. Là, tu dis, ah, la porte a été ouverte, il y a un clic, un breaker qui saute, schlac. Donc, tu peux Tout à fait. indiquer. Tout ça, c'est important. Donc, oui,
La fonction d'acousticien, oui, existe dans le... Nadir, il dit, est-ce qu'on peut piloter un avion avec des réacteurs en panne? Absolument. Déjà, avec un réacteur en panne, c'est prévu à tout moment du vol et en particulier au décollage. Et puis, s'il est à plus que 2 réacteurs, ben, on peut perdre 2 réacteurs et on a volé que sur un seul réacteur, c'est un tri-réacteur. Exact. Vous volez sans réacteur, si c'est un biréacteur, on va planer, bien évidemment, on ne pourra pas tenir l'altitude. Mais on a des procédures pour tout ça, il n'y a pas de problème. Je donne toujours l'exemple de perdre des 2 réacteurs verticales Lyon exposés à Marseille sans problème. Bon. Il y a une vidéo que j'ai publiée aussi concernant donc une communication ATC et pilote. Et donc moteur en panne. Hein. Le pilote a considéré que c'était pas une emergency. Il ne se déclare pas à l'ATC comme il demande à retourner à l'aéroport, mais ne déclare pas l'emergency. Oui, là, je l'ai vu. C'était one engine failure. Il a One perdu engine un failure. réacteur. Il n'y avait ni feu ni rien, donc il avait eu probablement ou un flame out et tout. Donc, il est obligé de dire au contrôleur qu'il a eu un flame out, enfin, un engine failure. Oui, il peut ne pas déclarer l'emergency tant qu'il n'y a aucun problème, puisqu'il maîtrise son avion avec un moteur sans problème, et il va se poser sans problème. Il va lui donner un cap et il va revenir. Parce que quand tu déclenches une emergency, l'emergency se déclenche surtout pour le feu, quand le feu n'est surtout pas éteint. Ou même quand il est éteint, il peut être en sourdine, si tu veux, quelque part. Là, tu déclares l'emergency. Oui, ça peut arriver. Et moi, il m'est arrivé de faire un... Je ne sais pas si c'était sur 37 ou sur 67. On avait un problème de pression, mais on a traité ça. Ensuite, le contrôle, il te demande, déclarez-vous l'emergency, c'est pour te faire passer en priorité. D'abord, 2, prévoir au sol tout ce qui va avec, tout ce qui est le SAMU, ceci, etc., etc. Donc, quand c'est une situation maîtrisée, le gars il peut ne pas déclarer l'emergency totale, quoi. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui, mais la problématique, si tu as bien regardé la vidéo, c'est que l'ATC déjà est étonné, qu'il ne déclare C'est pas normal. d'emergency. C'est normal. En plus, attends, il n'y a pas que ça. C'est que le gars demande, il déclare pas emergency, mais il demande à se poser immédiatement. Et là, l'ATC, donc tu veux jouer au con avec moi, quelque part dans sa tête, c'est ce qu'il a dû penser. Il lui dit non, vous ne vous posez pas tout de suite, puisque c'est pas une emergency. Oui. Ouais. Si on fait ça se poser directement, ça c'est demander priorité à l'atterrissage. Mais quand il a fait ça, quand tu regardes bien la vidéo, quand il a fait ça, il l'a joué cool. Il l'a joué cool, jamais je ne suis pas inquiet, moi j'ai aucun problème, je peux gérer, truc et tout. C'est pour ça qu'il peut te répondre comme ça. Et surtout, c'est des Américains, donc les contrôleurs. Alors, il faut voir comment ils interagissent avec les pilotes. C'est rigolo des fois. Bon, il voulait se la jouer, bah, il se l'est joué, voilà, non, c'est pas une émergence totale, mais je demande la priorité à l'atterrissage. Là, c'est normal, il va réexpliquer mais, entre nous, il va le faire passer en priorité, parce que c'est enregistré. Après, l'ATC aussi, il faut justifier pourquoi il a passé quelqu'un en priorité s'il n'a pas déclaré une emergency aussi. Donc, il veut se protéger aussi, il veut que tu lui dises, comme ça, il est protégé et te fait passer en premier. Il faut être très clair. La réglementation, bien sûr, et les procédures radio te disent Médée, ou panne. D'accord. Les deux sont, ça correspond à des degrés différents d'emergency. Par exemple, lorsque tu as une panne de pressurisation, tu es en altitude, tu vas dire Médée. Pourquoi? Parce que tu es obligé de descendre brutalement. Tu n'es pas maître de ta trajectoire. Enfin, tu es maître de ta trajectoire, oui, mais tu ne peux pas maintenir les conditions de vol que tu avais, pour lesquelles tu avais été éclairé.
Maintenant, tu as une panne moteur en finale, alors que tu as préparé ton avion, etc., que pratiquement tout est prêt pour l'atterrissage. D'accord? Tu vas dire panne, panne, panne. Tu vas dire j'ai perdu un réacteur, mais tout est sous contrôle dans l'avion, etc. Simplement, le contrôleur saura que tu n'es pas complètement dans les clous. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute la différence. Voilà. Oui, mais JB, excuse-moi, mais est-ce que l'orgueil, le, est-ce que ça a sa place dans ce genre dans ce genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question d'orgueil. Non, En fait, moi, je me souviens. l'ATC se Je me souviens. positionne. Ouais, moi, je me souviens quand j'ai eu le problème à Athènes, là, quand j'ai eu un moteur en panne et l'hydraulique et tout ça. J'ai pas déclaré l'emergency. J'ai expliqué au contrôleur ce que nous avions. Parce que l'emergency en tant que tel, ça voulait rien dire. Moi, la démarche que j'avais à suivre, elle était beaucoup plus fine que le fait de déclarer Mayday, Mayday, Mayday. Parce que Mayday, Mayday, il aurait peut-être pu faire décoller des avions à un moment ou à un autre, etc., en étant à peu près sûr que j'allais pouvoir me poser. Alors que moi, il fallait que ce soit moi, en fait, qui donne la consigne d'arrêter les décollages et les atterrissages. En quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, on va déclarer un truc, mais derrière, éventuellement, il va y avoir des explications. Surtout quand c'est pas une panne classique. Voilà, c'est tout, hein. Ce que tu es en train de nous dire, JB, tu es en train de nous dire que Mayday, 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 ok, il y a des explications à donner par la suite, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de déclarer Mayday pour une émergence. Déclarer panne, 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 par exemple. Oui, panne, panne, panne aussi, Voilà, c'est clair. panne, 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 c'est une panne moteur, mais c'est contrôlé. L'avion est contrôlé. Tu es Pour, pas tu peux contrôler ta distance, ta vitesse, ta trajectoire, etc. Tu vois. pour ajouter à ça, des fois quand tu déclares le Mayday, 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 quand il y a un feu ou l'insurge et tout, une fois que le feu est éteint du réacteur et tout, revert to panne, 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 ça deviendra une panne. Parce que le Mayday, 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 ça sous-entend une émergence terrible. Tu affiches 7700, tout le trafic autour va être dégagé, priorité à l'atterrissage, etc. Quand il y a, je parle quand il y a feu, hein. Quand le feu est éteint, il faut justement relancer au contrôleur revert to panne, 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 panne. Pourquoi? Parce que le contrôleur va être à l'aise pour la gestion de ton profil plus tard pour te faire ramener. Il va être moins stressé. Mais quand tu gardes le Mayday, c'est que c'est un problème qui est de bout en bout. C'est-à-dire qu'il faut le gérer jusqu'à la fin. La preuve, le jour où j'ai eu cette histoire de pressurisation, c'était sur Palma. Donc il y a eu le Mayday, Mayday, on est descendu, niveau 110. Tac, après c'est Liverpool. On a un problème de pressurisation, on rentre sur Alger, c'était 30 minutes, même pas. Voilà. C'était un retour de Marseille en plus. Moi, par exemple, dans toute ma carrière, j'ai mis une fois Alpha 77 parce que j'ai eu une panne de pressurisation. Voilà. Mais pour toutes les pannes moteurs, et j'en ai eu 5, pour toutes les pannes moteurs que j'ai eues, j'ai jamais mis Alpha 77. J'ai annoncé. Bon, il faut préciser que c'est au transpondeur. Hein, Ouais, transpondeur. J'ai pas eu besoin de le mettre parce que j'ai dit au contrôle, on a appelé le contrôle, on a dit bon, là, le coup sur Athènes, on a une panne moteur, requesting descent to flight level such. On avait calculé le niveau de vol auquel il fallait qu'on descende, et puis on est descendu à ce niveau de vol. And we divert to Athens. That's it. Mais tu annonces que tu as une panne moteur. C'est tout. Avant de passer à Mahedine, je réponds. Un truc qui me fait rire, c'est une personne, bon, elle a enlevé apparemment le truc. C'est Mahed. Que je cherche un mariage blanc. Pour ton information, Hayat, tout le monde ici, ou il est marié, ou au truc. Et ils n'ont pas les papiers, ils sont tous des aides, hein, donc t'en fais pas. Pas de mariage blanc. Oui, message. ouais, c'est bien. Salut Mahedine. Bonjour, bonjour Captain, Mahedine. bonjour tout le monde. Salut. Aline.
Je t'ai Captain, induit, s'il je vous t'ai plaît. induit en erreur, Mhidine. Excuse-moi, on en parlait Oui, avant que tu ne rentres. On parlait de Toga. Je t'ai induit un peu en exactement, oui. erreur. Parce que, Ouais. effectivement, Toga, bon, il nous a expliqué tout cela. Tu regarderas si tu veux le live et tu vas avoir des explications. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Captain, est-ce qu'il est vrai que la durée de vie d'un avion long courrier est plus importante qu'un avion court courrier? Non, ça dépend de son potentiel. Train, moteur, cellule. Donc, quel que soit X, c'est en fonction des potentiels qui lui restent. Tu peux trouver un avion qui a été construit dans les années 2000 et qui a toujours la route tant que son potentiel train et cycle, bien sûr, fonctionnement, enfin, est toujours valable, ou ses heures de vol n'ont pas été faites. Il faut compter à peu près, si mes souvenirs sont bons, à partir de 25 000 heures jusqu'à à peu près Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? خلينا نهضروا على PSV. 25 000 heures jusqu'à... Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Au micro, PSG, coupe ton micro, PSG. PSG, on monte pas qui va. Est-ce que tu as déjà pris un train en marche, toi? Apparemment, je pense que oui. Quand tu montes, laisse les gens terminer de parler, et après tu dis salut, tout le monde va bien. Tu nous as tous chamboulés, mais c'est pas grave, on va te pardonner pour cette fois. D'accord, Sabi? Ça dépend du potentiel que cet avion a toujours. Ça dépend aussi de l'argent que tu veux mettre dans l'avion. Ah ouais, si tu veux le garder Parce encore que plus. plus l'avion vieillit, plus il coûte cher en maintenance. Et, Alors, est-ce que ça reste rentable de continuer de l'utiliser? Ou bien, c'est... Par exemple, il y a des DC-3 de 80 ans qui continuent de voler. Très bien. Maintenant, le prix de la maintenance, je te dis pas. Voilà. Parce que pour maintenir un avion de 80 ans en état de vol, il y a du boulot. Hein. Voilà. Même pour l'être humain. Même pour l'être humain, pour le maintenir en... Pour l'être humain. PSG, vas-y. PSG. PSG. Ah, bonjour tout le monde, excusez-moi de vous avoir interrompre. Ouais, ben c'est bien. Ne change pas de page. Désolé. Voilà. Interrompu plutôt, non? Allez, ça fait partie de Ouais, clavier vocal. Clavier vocal, vas-y. Ne change pas de page. PSG. Vas-y. Vas-y, PSG. Non, c'était un simple petit coucou et puis après bon non, il n'y a pas vraiment de questions. Après moi en termes de maintenance pour celui qui souhaite acheter un avion, ce serait bien de le passer en FA. Il faut savoir que tout ce qui est réglementation et suivi de l'avion, ils sont moins restricts. Voilà, il y a moins de restrictions par rapport à nous. Ouais. Ça dépend. C'est tout. Protocole, finalement, de... Trump, il va trouver le moyen de dire c'est pas la peine de faire des révisions. Il va trouver que ça coûte trop cher. Exact. Après, quand c'est comme ça, c'est qui doit se justifier sérieusement si vraiment un jour ça arrive en cas de panne suite à un problème technique? Tu veux dire par là? Ben, si Trump... Ne change pas de page. Je sais pas avec quel doigt tu es en train de travailler, mais tu changes de page. Ou bien c'est ta Vous connexion. m'entendez ou pas? Oui, mais tu changes de page. De temps en temps, on t'entend pas. Ah non, je change vraiment pas de page là. Alors tu as des appels peut-être. On dit recevoir un appel, je pense. Je reçois des appels que je refuse d'ailleurs. Ben, le temps de refuser, la page se tourne. Ok, ben je suis désolé, hein, c'est vraiment pas de... Alors qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, déjà c'était pour vous faire un petit coucou, puis j'étais en train de vous suivre, quoi, c'est tout. S'il y a pas de... Tu disais qui va être responsable si. On n'a pas compris ta question. Ouais, je disais, ouais, si matin Trump il décide d'être encore plus laxiste sur la... Tu es obligé de suivre la réglementation de maintenance de l'état d'immatriculation. Ok. Donc, ton avion étant enregistré dans tel ou tel pays, c'est l'aviation civile de ce pays-là qui te valide ton certificat de navigabilité suite à l'application du maintenance manuel.
de la compagnie et agréé par l'autorité de contrôle du pays. Donc, à la limite, il faut toujours garder à l'esprit que il y a le côté du fabricant de l'avion, du manufactureur, et la compagnie. La compagnie ne peut être que plus restrictive que le fabricant de l'avion. Donc, si tu veux, au minimum, tu es strictement conforme au fabricant, ou bien tu es plus restrictif. Parce que ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'une compagnie, quand elle exploite un avion, si tu veux, le Boeing ou la Airbus, quoi, ils ont donné des procédures de maintenance, des cycles de maintenance, etc., en fonction d'une utilisation plus ou moins standard. Maintenant, quand tu utilises ton avion dans les conditions qui sont les tiennes, tu fais des statistiques de ce qui tombe en panne, de ce qui tombe en panne plus fréquemment, etc. Et tu vas donc faire de la maintenance préventive qui sera adaptée à l'usure que tes avions subissent. Il est possible que sur certains items, tu aies moins besoin de maintenance préventive que ce que dira le constructeur. Mais à ce moment-là, tu es obligé de toute façon de respecter ce que dit le constructeur. Et dans certains autres domaines, tu peux être amené à faire plus de maintenance que ce que le constructeur requiert. Voilà. Mais la compagnie se doit justement d'avoir un programme de maintenance qui est adapté à sa réalité. Voilà. Merci PSG. On Alors, a... Vas-y, vas-y. tu voulais dire quelque chose, Mahidine, ou pas? Oui, Captain. Captain, est-ce que l'Airbus A380 est-il un avion de ligne court-courrier viable pour Non, des vols de moins de 4 heures? c'est un long courrier, 380. Sachant que pourtant, à un moment, il avait assuré les vols entre Paris et Londres. Oui, mais ça, c'est rien. Ça, c'était pour des vols par exemple, comme Air Algérie, quand elle utilisait le 330 sur Oran-Alicante, par exemple. Alors que c'est pas fait pour ça. Parce que le cycle coûte plus cher que le vol, le cycle de train. Pour 25 minutes de vol, tu as sollicité une entrée train, sortie train, rentrée train, ressortie train. Tu as bouffé 4 cycles pour 25 minutes de vol. À long terme, c'est pas rentable. C'est pour ça que les longs courriers sont faits pour... Maintenant, quand il y a une forte demande sur une petite ligne, où tu peux utiliser le super, on appelle le 380 le super, et ben tu le fais. Voilà. Mais ça devient exceptionnel. Ça a été utilisé aussi à Dubaï, par Emirates, pour faire 380 entre Doha enfin Dubaï et Doha, quand c'est des périodes très chargées, par exemple. Oui, même à un moment, ça a été utilisé par Lufthansa parce que Oui, la compagnie Air Berlin avait fait faillite à l'époque oui. et ils utilisaient le Boeing 747 entre Francfort et Berlin, si je me trompe pas. Ça peut arriver, ça aussi. Oui. Oui, c'est vraiment purement ponctuel, quoi. Et Mais on peut pas exploiter ce type d'avion comme ça. Voilà. ce n'est pas la mission de cet avion. La mission de cet avion, c'est le long courrier généralement et le heavy. Alors encore plus le 380 qui s'appelle le super. C'est même pas un heavy. Les autres avions, ça s'appelle, quand ils s'annoncent, ils disent RJ-ICDA heavy. Donc quand ils disent heavy, c'est un gros porteur. Mais le Jumbo, pas le Jumbo, l'Airbus 380 se nomme super. Donc quand ils s'annoncent, il dit Air France ou la British ou la super. Oui. Et tu sais que c'est un 380. D'ailleurs, c'est le Est-ce que je peux... Pardon, Walid. Est-ce que je pourrais ajouter une question, s'il vous plaît? Vas-y. À partir de quelle taille un appareil volant doit être immatriculé? À part les ULM, tous ceux qui dépassent, je peux pas dire, tous ceux qui peuvent, qui nécessitent leur pilotage avec des licences, que ce soit privées ou la commerciale, nécessitent une immatriculation. Tu prends par exemple l'exemple des voitures, tu as des voitures qui sont sans plaque d'immatriculation.
parce que ça ne nécessite pas un permis de conduire. Pour un planeur, par exemple, capitaine, pour un Planeur, planeur de... Planeur, il est immatriculé. Pourquoi? Parce qu'il est dans des zones et il faut qu'il soit identifié et il a même un transpondeur, le planeur d'air. Il y a des planeurs qui ont des transpondeurs. Donc ils transpondent. Même un planeur radiocommandé? Commandé, non, il n'y a pas de pilote dedans. Drone, ça. Non, je vous dis ça parce que je voudrais bien acheter un planeur. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire entrer en Algérie. C'est un planeur de 12 mètres d'envergure et avec, il est radiocommandé. Attends. Je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais il y a des limitations au niveau d'altitude. Je pense que c'est 400 pieds maximum. Non, plus. Pas 400 pieds, non, ça dépend de l'endroit. Et les endroits. Là, c'était, je pense, 400 pieds. Enfin, nous, on disait que pour éviter justement les accidents avec les avions télécommandés, il faut voler à plus de 400 pieds. Il ne faut pas descendre. Ouais. Je ne connais pas Merci. exactement la réglementation à ce niveau-là, mais tu sais ce que tu fais, Mehedine. Encore Oui. une fois, comme on parlait hier, enfin avant-hier. Écris à l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile. Voilà, on voit Oui. leur email en demandant les trucs. Ils vont t'envoyer tout ça, la réglementation, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que tu as le droit, tu n'as pas le droit, ou tu vas l'exploiter. Est-ce que, quand tu dis radio télécommandé, ça veut dire tu parles, il sera autonome pour le décollage, ou là tu parles seulement pour le voice? Parce que sinon, Là, autonome, capitaine. autonome, donc, parce que sinon, ça nécessitera un tractage, donc un décollage tracté, quoi. Exactement. Donc tu parles des espèces de planeurs qui décollent en autonome, ils sortent des trucs, l'espèce qui m'a la rate à Calfoug, et tu décolles et ensuite tu la fais rentrer, quoi. Ça coûte combien un truc comme ça? Eh ben, c'est aux environs de... Bon, un homme me l'a proposé parce que c'est un cousin qui habite en Allemagne qui me l'a proposé à 4500. 4500, ça c'est pas cher, 4500. Oui. Parce que en vérité, ça coûte très cher. Ça coûte plus cher que ça. Il n'est pas tombé d'un camion par hasard. Non, c'est pas... Je suis tombé de camion. Non, c'est un planeur qu'il a depuis 3 ans ou 4 ans. Il veut s'en débarrasser. Et puis, il veut me faire un prix, donc... Ça doit être super amusant. Il y a un double problème. Hein. Il y a le problème de l'appareil volant. Oui. Et il y a le problème également de la radio. Donc, comme te dit Nourdine, il faut que tu vois avec l'ANAC comment faire pour faire entrer un truc comme ça en Algérie. Hein. Obligatoirement. Tu ne peux pas le faire rentrer comme ça. Non, Déjà, sinon, physiquement, s'il fait 12 mètres d'envergure, ça fait 2 ailes de 6 mètres, à moins qu'elles soient démontables. Ouais. C'est des ailes démontables, exactement. Ça doit être une espèce de rétractable. Ça doit être des trucs rétractables pour être remorqué jusqu'à une plateforme de décollage. Voilà, oui. Ouais, je vois le concept. Mais qui m'a galaxy, il faut se renseigner auprès de l'ANAC. Il n'y a que qui peuvent donner parce qu'il y a une partie Mais toi, est-ce que tu as déjà piloté ça ou pas? Eh ben bon, j'ai déjà piloté ça, mais pas aussi important, pas avec une envergure aussi importante. C'était des petits planeurs ou des petits avions, donc. Ouais. Et vu que j'habite près de la frontière, je sais pas si vraiment ça sera évident. Là, par contre, ça peut poser problème. Voilà. Parce qu'un jour, j'avais pour projet justement du côté de Zouia. Zouia, oui. Sidi Boussaïd. C'est pas loin de chez moi, c'est à une demi-heure ou là. J'avais même prévu de faire une espèce de piste en tube parce qu'on a des terrains là-bas, l'héritage, quoi. Oui. Et je voulais même déposer un projet sur le sport aéronautique, enfin le trail, le truc delta, etc., pour la voile. Et aller faire ça du côté de Jbel Asfar. Oui. Parce que c'est très intéressant. Mais très intéressant. Justement de la frontière, et vu les relations qu'il y a en ce moment entre les deux frontières, ça posait un gros problème. Parce que d'abord, ils vont voir quelqu'un qui veut faire des trucs bizarroïdes. Ils vont pas directement à l'idée, tu es un fervent, un mordu
qui vole à voile ou là, qui vole planer. Non, ils ne voient pas ça comme ça, Omar. Non. Mais écrit quand même à l'ANAC, Ouais. Ok, ça va. Merci. Merci. Merci, Méridien. Poser une question, JB, concernant, bon, on a souvent parlé des cockpits autocratiques, enfin des commandants autocratiques au niveau du cockpit, mais est-ce qu'on peut parler aussi de chef de cabine autocratique, de cabine autocratique? Oui, bien sûr, mais simplement si tu veux, l'interaction, elle est moindre dans la mesure où le travail le plus courant, enfin celui qui est fait la plupart du temps, est un travail purement commercial. Ouais. Dans la plupart du temps. Bon. Donc, si tu veux, là, l'autocratie, bon, ça va juste perturber un peu le service. Maintenant, en cas d'évacuation aux caisses, un chef de cabine autocratique pourrait éventuellement empêcher un des PNC de faire quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est logique, et s'il se trompe, il va dire par exemple, vous évacuez de telle manière, et il va pas prendre l'avis des autres, ça peut éventuellement être un problème. Voilà. Ça peut éventuellement être un problème sur l'action même. Absolument, De toute façon, l'autocratie est toujours un problème. L'autocratie, c'est le problème, et il se pose que, en fait, c'est comme quand tu confies, tu mets tous les œufs dans le même panier, quoi. Si le chef se trompe, ben, tout le monde se trompe. Voilà, c'est ça le problème. Et souvent aussi par rapport au PNC, on dit que ils sont là pour servir on les prend pour des serveurs alors qu'ils ont bien d'autres tâches bien plus importantes. Absolument. Mais rien n'est fait justement pour que on les considère comme des sauveteurs. Oui, de mais par leur tenue. Oui, non, mais- De par leur ouais. tenue. De par leur Oui. tenue déjà. Ben, ça, c'est toute l'ambiguïté des compagnies aériennes. Maintenant, les compagnies aériennes, dans le langage qui est utilisé avec le personnel, etc., on parle plus de passagers, on parle de clients. Et là, moi, je me suis un peu, enfin, tu me diras, moi tout seul, je vais pas pouvoir réformer, et puis de toute façon, on me laisserait pas le faire. Mais j'ai bien précisé, en particulier quand je travaillais avec les gars du sol, je disais, client, moi je veux bien, d'accord, mais un avion, c'est pas un restaurant, c'est pas un hôtel. Donc la satisfaction du client, elle a une limite qui est la sécurité du bord. Et pour le PN, c'est la même chose. On prend par exemple un exemple très simple. Quelqu'un veut s'asseoir au niveau des issues de secours. Il est gentil, il est agréable, il est machin, et tout ce qu'on veut, mais il est tout petit, gringalet, hein, et il peut pas être utile en cas d'évacuation. Il peut pas être ce qu'on appelle un ABP, Able Body Passenger. Et ben, je vais être obligé de lui dire, en tant que PNC, je vais être obligé de dire, non monsieur, je suis désolé, vous ne pouvez pas vous asseoir là. C'est-à-dire que le client, qui lui, je voudrais bien lui faire plaisir, mais pour des raisons de sécurité, je ne peux pas lui faire plaisir. Voilà, c'est tout. C'est toute la différence. Farid, quand tu parlais tout à l'heure de cette histoire de service, il faut savoir que les trois missions primaires et primordiales d'ailleurs dans cette catégorie de fonctions, c'est sécurité, first, rentabilité et confort. C'est ces trois missions-là qui sont assurées par le personnel navigo-commercial, à savoir ceux qui sont détenteurs de la CSS, sauf ceux qui sont là-bas pour faire un stage avec seulement le commercial, ça c'est autre chose, sans apport commercial, simplement de faire le sécurité sauvetage. Donc le gars est sécurité sauvetage, il assure first la sécurité. C'est pour ça qu'il y a des démonstrations, etc., etc. Et dans le cas d'évacuation, voilà ce qui se fait. Ensuite, le confort, c'est-à-dire rendre le plus agréable possible la traversée ou le vol
aux clients, comme disait JB, parce que ça devient des clients maintenant. Et 3, la rentabilité plutôt, et le confort. Le confort, c'est le laisser dans des conditions adéquates, s'il a besoin de quoi que ce soit, s'il a un malaise, il a besoin d'un médicament. Il y a une pharmacie à bord. Enfin, il y a une pharmacie. Mais vestimentairement parlant, on s'aperçoit que bon, enfin, les compagnies axent plutôt sur le confort, sur le service, etc. J'ai une compagnie de référence par rapport à l'aspect tenue qui serait plus axé sur le first priorité, c'est-à-dire la sécurité. Ce serait une compagnie indonésienne. Les Oui, PNC sont en combinaison, très élégante. oui, ça dépend des compagnies, ça dépend de la charte, de l'habillement de la compagnie. Ah ouais, un hélico qui se voit. Regarde, tu vois les tenues. Tu as même des galants. Tu as des galants. Tu as même, par exemple, dans la population des personnels navigants commercial, tu as des instructeurs. Un chef de cabine principal, instructeur. Donc il a trois galants argentés. Ensuite, tu as un chef de cabine principal, 2 galants. Chef de cabine, une barrette, etc., etc. Pour faire le distinguo. Maintenant, tu me parles d'une spécificité de quelques compagnies qui va, par exemple, il n'y a pas que l'indonésienne qui a ça. Hein. Il y a d'autres compagnies, par exemple, il y a des tenues qui va, par exemple, des compagnies hindoues, Thaïlande, elles sont en sari indien. Ça, c'est pour montrer l'image du pays. D'accord? Les autres compagnies ont adopté une tenue bleue, qui est même éthiopienne, ils ont des tenues vertes bouteilles. Oui, mais justement, Nordis, je suis en train de te dire, mais pourquoi ils axent ça sur le... Pourquoi ne... Bon, déjà, pour une évacuation, un SARI, je veux dire, c'est pas évident. Hein. Si, tu te trompes. Il y a eu des essais, ça a été fait. Tu sais, avant de faire un truc, une charte d'habillement, ne t'en fais pas, il y a une étude très, très, très sérieuse qui est faite à ce niveau-là. Non, c'est rien à voir. C'est pas parce qu'elle est en sari. Ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Quand on la voit comme ça, on se pose des questions, mais tu penses bien que ça n'a pas été fait sans faire des essais et des machins et des trucs. Hein. Ça, c'est... Parce que sinon, ça passerait pas. Hein. Exact. Je pense que, par exemple, ça va jusque-là, non. Moi, je me souviens à l'époque, on a eu à un moment une note qui dans notre charte d'habillement pour les pilotes, on n'avait pas le droit, on nous avait demandé de ne pas avoir de chaussures avec des lacets. Exact. On n'avait que des boots. On n'avait le droit qu'avoir des boots. Pourquoi? Parce qu'en cas d'évacuation, avec des lacets, tu risques que les lacets se défassent ou que tu risques de marcher sur un lacet et te casser la figure. Alors qu'avec des boots, tu n'as pas ce problème. Par exemple. Ou d'accrocher quelque chose avec les lacets aussi. Voilà, exact, tu vois. Donc, Tu vois, des études. Il y a des cravates aussi, ouais. Oui, il y a des études à ce niveau-là. Tu sais, c'est toute une armada de personnes qui travaillent dessus. Hein. Et quand ils mettent en application, ils les mettent d'abord en compagnie pour qu'une compagnie adopte telle ou telle charte d'habillement. Il lui faut du temps. Hein. Bon, des fois, tu vois, pour le commercial, il y a le changement un petit peu de look, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour l'image de la compagnie, le look. Mais sur la façon de faire, même la matière est étudiée. La matière avec laquelle est confectionné le truc est étudiée. Fugé, le tissu qu'on utilise, il est inifugé. Exactement. Il faudrait pas que... Excuse-moi, excuse-moi, Lourdes, moi, c'est-à-dire, bon, mon optique à moi, elle était la suivante. C'est-à-dire que le passager, non, écoute-moi bien, le passager ne considère pas le PNC comme serveur ou restaurateur, ou là, tu vois ce que je veux dire? Peut-être tu t'appelles le passager. Peut-être tu es un passager. Non, le passager en général. Alors, on se connaît, Nordine, on se connaît. Tu sais très bien comment réagissent les gens. Ah non, quand tu fais ça, tu es en train de faire un billet pratiquement de confirmation quelque part en disant un truc comme ça. Non. Ne pense pas ce que tu penses toi ne t'engage qu'à toi, n'engage que toi plutôt, mais ne pense pas que tout le monde va penser pareil que toi. Il y en a qui pensent pire que toi. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je mets avec la tenue kaki, je sais pourquoi.
C'est... Ça y est, on va pencher sur autre chose d'année. Mais bien sûr, parce que j'ai vu ces tenues-là. C'est-à-dire, عجبوك الصراحة حاجة. Non, لا لا Farid, لا لا Farid, Farid. Ce qu'il faut bien penser, une compagnie aérienne, elle veut que les passagers qui montent dans ces avions se sentent à l'aise et il n'y ait pas d'appréhension, etc. Donc, il faut déjà montrer une apparence qui soit rassurante. Si on a une tenue qui nous prépare directement à l'évacuation, à l'accident, etc., aussi pratique soit-elle, mais elle va impliquer chez le passager un sentiment de danger, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de néfaste. Et donc, on va essayer de trouver une tenue pour les PNC qui soit agréable à la vue, qui donne une image agréable, rassurante, tout en étant techniquement pratique et utilisable, non problématique en cas d'urgence, en cas d'évacuation, en cas de lutte contre le feu, etc., etc. Voilà le principe. Mais c'est essentiellement, en plus de ça, bon, soyons très clairs. Nous, ici, dans ce live, on parle souvent d'accidents, de machins, de pannes, de trucs. Mais soyons quand même très clairs. La probabilité pour qu'il y ait une panne, tout ça, elle est relativement faible. Et donc, il ne s'agit pas non plus de donner cette image-là de l'aviation. Hein. Voilà. Samy, Pagnol, comment vas-tu? Salut l'artiste. la première des choses que tu m'as dit... Bonjour l'équipe, ça aidkom. Je savais. Incroyable. Ça va, il est là le perturbateur. Je savais, c'est normal. Il est revenu. Vous allez bien? Salut l'artiste. Ça va? Maître Lelé, je vous m'entendais pas parce que là je vais jeter le téléphone. Hein. On s'entend bien. On t'entend même dans le fond. Vas-y, parle. Parle, Samy. Oui, ça va. Eh ben, alhamdoulilah, très bien. Et toi? Oui, Nourdine, ça va. Parler d'évacuation, d'uniforme, c'est bien. On varie un peu les sujets, c'est très bien. Bah, ça reste technique quand même. L'idée a été lancée de dire que les PNC ne servent pas qu'à servir des plateaux repas, mais que, d'après Farid Bouaza, il a un peu raison, les compagnies aériennes habillent leurs PNC de manière attirante, etc. Je dis oui, mais il faut bien donner une image positive de la compagnie. On ne va pas s'habiller comme les pompiers. Voilà, c'est tout. Hein. Morad, oui. Morad, tu as dit quelque chose de très très juste. Tu as dit que maintenant les compagnies aériennes n'appellent pas les passagers et maintenant on les appelle clients. Comme nous, on doit les appeler customers, machine passengers. Donc, commercialement, ils les appellent les PNC, c'est-à-dire le personnel commercial, les appelle customers. Et nous, bien sûr, le personnel de conduite, pour nous, ça reste des passagers. Ça, c'est le grand changement que je dirais. Pagnol, imagine un médecin qui parlerait de son patient comme client. D'ailleurs, ils disent c'est une patientèle, c'est pas une clientèle, c'est une patientèle. C'est les patients, c'est une patientèle. Tu lui dis clientèle, il saute en l'air le médecin. Non, c'est un client, même lui il le sait. Il va te dire, oui, il le sait, mais ça, jamais il te le dira. Il va te dire c'est mon patient, mais dans le tiroir, caisse, c'est ça. Ah, Hadjabaïla. Est-ce que tu as déjà pris Khalifa ou pas? Quand tu avais Khalifa? Non, jamais. Et voilà, tu aurais dû prendre Khalifa, tu aurais vu les tenues. Nordine, il y a autre chose aussi. Oui, Khalifa, c'était quelque chose. Hein. Il y a autre chose aussi, en parlant d'évacuation et la réussite de l'évacuation en cas d'emergency. Moi, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu pour voir si l'emergency va réussir ou pas.
Le premier, c'est le type d'emergency. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Est-ce qu'on a un feu à l'intérieur de la cabine? Est-ce qu'on a un problème de cabine, c'est-à-dire elle se casse, elle se scinde en deux? Quel type d'équipement l'aéroport a pour assister, etc. Et le paramètre le plus important, ou un des paramètres très importants, c'est l'expérience de l'équipage qu'on a à bord. L'expérience des leaders, c'est-à-dire le chef de cabine. Quel type d'expérience il a, comment il gère son équipe, comment il gère son leadership, etc. Ça joue énormément. Et des fois, on a un équipage inexpérimenté ou une seule personne expérimentée qui ne peut pas pallier aux erreurs des autres. Ça, c'est de deux. De trois, ce qu'on appelle le startle effect, c'est-à-dire l'effet de peur, l'effet de surprise. Il y a des gens qui sont expérimentés, mais quand on les met dans des situations d'urgence, eh ben, ils sont figés, ils n'arrivent pas à agir. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, donc plusieurs paramètres. Ouais. Et le dernier paramètre que tu donnais, c'est le niveau de stress. Le niveau de stress qui est généré par la situation, enfin, qui est généré chez l'individu par la situation. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos, justement. Le stress, le niveau de stress que chaque individu développe dans une situation donnée ne dépend pas de la situation, mais de l'individu. Ça veut donc dire que, et comme tu le disais avec raison, Pagnol, tu peux très bien avoir quelqu'un d'expérimenté qui fait face à une situation pour laquelle il ne se sent pas apte à la gérer et qui va développer à ce moment-là un haut niveau de stress. Et qui va donc, ce haut niveau de stress va l'empêcher d'être performant et il va effectivement, sa performance va casser la figure. Donc c'est pour ça que... Mourad, oui. Pardon, c'est pour ça, Mourad, qu'on dit qu'en cas d'emergency, la première chose à faire est de ne rien faire. C'est toujours prendre les 10 premières secondes à ne rien faire, absolument rien, pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de contenir ses émotions, etc. Parce que si on commence à agir immédiatement, là, on peut faire des choses pas bien. Donc, first thing to do, to not do anything. Quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Ça revient au schéma décisionnel de Heartful que j'explique justement dans mes 2 dernières vidéos. Voilà. Justement, Pagnol, toutes ces compagnies 5 stars, là, justement. En général, donc, on voit des PNC ou même des pilotes de divers horizons. Cet aspect culturel, justement, en cabine, est-ce que ça pose problème ou là... Il n'a pas entendu ma question, non? Ça pose problème, c'est-à-dire... Il veut te dire, est-ce que les différences culturelles que vous avez au sein des équipages dans ta compagnie, est-ce que ça peut poser problème? Pas de problème, pourquoi? Ça pose pas de problème parce qu'on est formé à appliquer les procédures à la lettre. Tout le monde applique les procédures à la lettre. Donc on parle le même langage, c'est le langage de la procédure mise en place par la compagnie et par les différents départements de la compagnie pour que les choses se passent bien. Donc on n'a jamais quelqu'un qui invente quelque chose. On n'invente rien du tout. On ne fait pas les choses par expérience, on fait les choses par procédure, sauf si ça sort de l'extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, peut-être que l'expérience va prendre le dessus, etc. Bien sûr, l'expérience, elle est toujours mise sur la balance pour que les choses se passent bien, mais l'application des procédures par tout l'équipage, de la moins expérimentée des hôtesses au plus expérimenté des commandants de bord, etc. Tout le monde applique les procédures. Donc, notre différence de culture, de je sais pas quoi, ne joue pas vraiment par rapport à ça, voilà. Dans l'EBT dont on a parlé souvent, dans l'EBT justement, on arrive à des compétences et des attitudes.
Et ces attitudes, justement, dont parle Pagnol maintenant, c'est des attitudes que l'on adopte et qui sont des attitudes professionnelles, qui font que, quelle que soit la culture dont on émane, nous adoptons des attitudes qui sont propres à notre métier et qui sont indépendantes donc de notre background culturel. Voilà. Vous êtes en train de dire, JB et Pagnol, ça c'est l'aspect professionnel, effectivement, mais il y a la relation humaine. On ne peut pas dire que sur un long courrier, il n'y a pas quand même de relation humaine entre les PNC. Écoute, je vais te dire mieux. Je reviens d'une croisière. Tu as des équipages dans les bateaux de croisière, des équipages qui viennent du monde entier. Sud-Amérique, Asie, du Sud-Est, Extrême-Orient, machin. On a posé la question, 8 mois à bord. 8 mois à bord, d'accord? 8 mois pendant lesquels, c'est encore pire que dans un avion, puisqu'ils n'ont pas des cabines individuelles, ils partagent par exemple une cabine avec 2 personnes, etc., etc. Et tous ces gens arrivent de cultures complètement différentes. J'ai discuté avec un gars du Honduras, il y a des Philippins, il y a des Sri Lankais, il y a de tous les pays. Très bien. Ces gens-là subissent exactement les mêmes formations que l'on fait subir dans les compagnies aériennes, justement, internationales, où il y a un recrutement mondial, de sorte que les gens se comportent professionnellement parlant, de manière totalement stéréotypée. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut que l'on forme les gens, et les gens adoptent ce comportement stéréotypé, et stop et fin. Il n'y a pas de transaction entre la personnalité de l'un et la personnalité de l'autre. Il n'y a de transaction qu'entre un ensemble comportemental professionnel et un autre ensemble comportemental professionnel qui est strictement identique. Voilà comment ça fonctionne et comment il faut que ce soit comme ça pour que ça fonctionne. D'ailleurs, quand tu vois les compagnies 5 stars comme Qataria, Emirates et tout, je vais te dire, tu as presque, hein, pour ne pas, tu as presque les 193 nationalités. Hein. Et ça dit tout. Donc, mais toi, tu manques à tous tes devoirs. Hein. Tu nous présentes une pyramide et tu nous expliques même pas ce que c'est. non, ça, c'était la pyramide de la stratégie. Et ça, c'est pas le sujet du jour. Après, ça va être. J'ai eu l'occasion de travailler justement là-dessus, sur ces problèmes de gestion des différences culturelles, bon, dans l'aviation, bien évidemment. Mais j'ai eu à faire un travail d'expertise pour un grand organisme mondial dans le domaine maritime. Justement parce que dans le domaine maritime, ils ont maintenant des équipages aussi sur les bateaux qui sont composés de diverses nationalités, avec donc divers backgrounds culturels, divers niveaux également de formation et autres. Et en plus de ça, ces gens-là, tu les mets dans un bateau immense pendant un temps vachement long, etc., etc. Très bien. Et il y a tout un travail qui est fait, et on arrive maintenant, avec des entraînements bien précis, etc., à moduler les comportements. Voilà. On a fait adopter un comportement. Et nous-mêmes, d'ailleurs, à une échelle plus petite, enfin, sans même rentrer trop dans les détails, nous-mêmes, quand on mettait notre uniforme, déjà dans notre tête, on ne fonctionnait plus comme on fonctionnait dans la vie de tous les jours, déjà là. En plus, là, quand on arrive dans notre avion, etc., ça y est, on adopte un comportement purement stéréotypé. Voilà, c'est tout. Eric, je vais te raconter une histoire que peu de gens connaissent en Algérie. En Algérie, hein, on a eu beaucoup de mal à Air Algérie. Beaucoup de mal à faire un recrutement des gens du Sud. Pourtant, le Sud-Nord, c'est des Algériens, de couleurs différentes, mais c'est des Algériens, ethnies peut-être différentes, quel est Touareg, quel est Mozambique, quel est ceci, quel est cela. Et il y a eu un... L'affaire, 2 minutes, tu mets ton affaire. 2 minutes, l'affaire. Ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un bruit, un retour. Merci. Et donc, on a eu
Je ne sais pas si tu es arrivé à ça, JB. À part Boussetta qui était OMN, qui était de couleur ou le Atron, mais on avait des difficultés monstres. Est-ce que c'était dû à une discrimination? Est-ce que c'était dû à au non-intéressement de ces gens-là de s'intéresser à cette branche Au journalisme? Ah ben, mais c'est terrible. Et le jour où on avait, c'était en 93, 94, il y avait une promotion spéciale qui a été lancée par Air Algérie pour la formation de PNC de Taman Rasset. Et je te dis pas, alors Mansour d'ailleurs, Najor Mansour qui est un ancien de la compagnie, et il était chef de cabinet et tout, il peut en témoigner. C'était difficile l'acceptation. Les gens, quand tu parles d'acceptation, c'était très difficile. Mais ça a marché. Et pourquoi ils avaient fait ça? Parce que la douane a commencé à faire ça au niveau de Taman Rasset en formant leurs équipes, la police pareil, etc., etc. Attention, pour changer le mind des gens, pour les faire booster et aller de l'avant, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment Non, du tout. Pas évident du tout. les 199 nationalités, 192 nationalités dans une compagnie, c'est difficilement gérable. L'affaire, salut. Rafik. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est un Bonjour messieurs, Salut Rafik. Salut Rafik. vous m'entendez? Oui, non. Normalement, 5 sur 5. Tu dis, monsieur, comment tu m'appelles moi normalement? Ah, le général, oh mon général. Bah écoute, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Hein. Va bien. Ça va. Toi et Mourad, vous êtes mes grands frères, comme je le dis à tous. Beaucoup à faire. Ça va, tu as... Présentation, Nordine, alors. On ne connaît pas. Alors, il est à Namak, à l'Agence nationale de la défense civile, en tant que responsable. Je ne sais pas si tu es directeur général adjoint ou... Alors, je suis pas directeur général adjoint, mais je suis pratiquement en haut de la pyramide. Je suis directeur de la surveillance de la conformité et de la sécurité aérienne. Et je suis bien tombé dans votre live aujourd'hui, vraiment par hasard. J'étais dans la circulation, j'étais en train de me dire, tiens, ils vont parler de safety. C'est bien, ça parle de safety. Oui, ça parle de tout, c'est parlant aviation, donc ça parle de... Il y avait juste... Absolument. Tout à l'heure, justement, il y avait une question, j'avais orienté le gars vers l'ANAC, au sujet de la réglementation concernant le planeur, parce qu'il veut acquérir un planeur. Et je lui ai dit de prendre attache avec l'ANAC et poser sa question, parce qu'apparemment, il a fait une bonne affaire, il veut acheter un planeur en matière de réglementation. Oui, bah écoute, c'est pas un secret, hein, je peux le dire. Notre réglementation, elle ne couvre pas tout, et il y a encore beaucoup de lacunes, malheureusement. Bon, si tu veux, au niveau de l'ANAC, ou si vous voulez, au niveau de l'ANAC, on essaye de combler certains vides. On a beaucoup de pain sur la planche, énormément même de pain sur la planche. La bonne nouvelle, c'est que il me semblait que vous parliez de drone à la base, et après c'est passé à autre chose. Mais bon, alors, ce qui est rassurant, c'est un planeur de radiocommandé, oui. Voilà, mais donc en fait l'activité aviation légère, de manière générale, elle est prise en charge depuis récemment, mais disons que le champ d'action ne couvre pas l'entièreté du sujet. Voilà. En termes d'aviation légère, aujourd'hui, on est vraiment dans les basiques, c'est la gestion des écoles, même pas des écoles, je vais dire des aéroclubs, parce que les écoles, c'est passé à une catégorie légèrement au-dessus, mais c'est plutôt les aéroclubs. Mais concernant les planeurs, les parapentes, les ULM et les drones, bon, les drones, c'est un sujet particulier, mais disons que la catégorie que je viens de citer auparavant, elle n'est pratiquement pas prise en charge. Oui. D'aéroclub, apparemment, on en parle souvent nous, sur le live. Apparemment, ils sont inexistants en Algérie. Si, ils existent, mais pour la plupart, ils sont en état de latence. En fait, ils ont été mis au frigo. Écoute, Nourdine et Mourad savent très bien que l'aviation en Algérie a vu son essor à travers les aéroclubs. Hein. Beaucoup de commandants de bord, je pense même Mourad et Nourdine ont commencé par ça, hein, comme dans d'autres. Hein. Ouais.
Et donc l'aéroclub, c'était la porte d'entrée justement au métier de l'aviation, au métier d'aviateur. Mais après, j'ai envie de dire, bon, après, ça a été géré par des associations. Après, à un moment donné, on savait pas trop si ça devait être sous la tutelle du ministère des Transports ou sous la tutelle de la Fédération des sports ou des sports aéronautiques. On s'est rendu compte récemment qu'il y avait un grand gap en matière de qui doit faire quoi dans ce domaine. Enfin bref, c'est bon, je suis pas censé le dire, mais je vais le dire quand même. Là, j'engage beaucoup ma position, mais je dis bon, il y a eu beaucoup de n'importe quoi dans ce domaine. On essaie de rattraper le coup, on essaie de remettre un peu les cases, les cubes dans les carrés et les étoiles dans les 3 étoiles, quoi. C'est pas évident. Bon, maintenant, effectivement, beaucoup d'aéroclubs se sont mis en stand-by parce qu'ils étaient gérés par des associations qui n'avaient pas forcément les moyens d'entretenir leurs machines. Au jour d'aujourd'hui, si je regarde moi le registre de la matricule, on a énormément d'avions qui sont immatriculés pour le compte d'aéroclubs. Mais c'est des avions qui sont en état d'épave, hein, qui ne volent pratiquement pas. Aujourd'hui, si on doit décompter, il doit rester peut-être 3-4, comme ça je dis ça de tête, à 3-4 aéroclubs encore fonctionnels, hein, et encore. Je vous entends très mal, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais peut-être rajouter le volume. Le kit, non? Pardon? Non, là, moi je suis dans la voiture, j'attends quelqu'un, donc j'ai profité de ce moment-là, justement, pour me connecter avec vous. Donc voilà, par contre, pour le drone, le drone est pris en charge aujourd'hui. Bon, il n'est pas pris en charge, tel que le souhaiterait ou tel que le recommande l'OACI, parce qu'aujourd'hui l'OACI a intégré le drone dans l'aviation civile. Aujourd'hui, il y a eu un choix qui a été fait par l'Algérie, c'est que le drone soit sous la tutelle de l'armée. Bon, après on peut comprendre pourquoi. Mais il y a une bonne chose, c'est qu'au niveau de l'armée, il y a d'excellents officiers. Il y a une excellente équipe qui travaille. D'ailleurs, on travaille en collaboration avec eux, qui travaille justement sur les textes d'application, qui portent sur l'activité drone, à commencer d'abord par le PEL, Personal Licensing, jusqu'à l'enregistrement, l'importation, l'exploitation et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a des textes qui sont pratiquement finalisés, qui vont du décret exécutif jusqu'aux arrêtés. Et donc ça avance bien. Mais il faut savoir que l'activité drone, aujourd'hui, elle est très limitée. Bon, l'armée, on n'en parle pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour l'activité civile, il n'y a que les entreprises publiques qui sont autorisées officiellement à opérer des drones pour des activités d'usage, je vais dire, de surveillance agricole, pipe, électricité, ligne haute tension, télévisuel, enfin bon, c'est photographie aérienne et tout ce qui s'ensuit. Le privé, en général, c'est pas encore réglementé pour eux. Il y a un gros travail de cadrage de l'aspect sûreté par rapport à l'utilisation des drones qui est effectué sous l'égide de l'armée, bien sûr, et de la gendarmerie. Enfin bon, pour dire que bon, on va dire que d'ici un an et demi, il y a des textes qui vont régir cette activité-là, donc les gens pourront éventuellement prétendre à cette activité, quoi. Le civil pourra prétendre à cette activité. Et pour finir, juste sur l'aspect drone, d'ici 2030, il est prévu que l'aviation civile reprenne la main sur le sujet. Très bien. La majorité qui posait, justement, qui revient avec la question pour le planeur. Oui. Parce que lui, il veut acquérir un planeur, il doit ramener d'Allemagne pour l'immatriculation. Alors, planeur. Écoute, on voit des demandes d'activités. Le planeur, bon, c'est utilisé dans le cadre des activités des aéroclubs. Actuellement, il existe un ou deux planeurs, mais qui ne sont pas immatriculés, mais qui ne volent pas. Bon, ça je l'ai appris vraiment de manière très, vraiment par surprise. C'est la fédération qui dispose d'un planeur à Béjaïa, mais ils n'ont jamais été immatriculés. Donc la grande question, c'est comment sont-ils entrés, dans quel cadre. Enfin bref, il y a un tas de questions qui se posent derrière. Mais bon, pour revenir à la question, un planeur est assujetti à l'immatriculation. Un ballon, une montgolfière est assujetti à une immatriculation. On a fait Achadra. Aujourd'hui, on est en train de, bon, je suis pas sûr pour les drones non, mais je sais que tout ce qui vole est assujetti à une immatriculation sur le registre de la matricule. Après, est-ce que c'est fait? Comment cela est fait? Pour l'instant, je te dis, ça n'a jamais été réglementé de manière correcte et suivi de la manière qu'il fallait. Voilà.
Merci à faire, merci beaucoup. Je l'en prie, je voulais juste rajouter une petite chose, justement, parce que bon, moi, la safety, c'est mon data, je suis dedans depuis 10 ans. J'ai même mes certificats d'expertise en la matière. Tout ce qui a été dit par rapport justement aux tenues des PN, aux procédures d'EVAC, aux procédures à utiliser, moi j'ai retenu une grande chose, Yanni, de ma carrière d'aviateur, c'est que dans l'aviation, on fait pas n'importe quoi et n'importe comment. Donc le premier mot-clé dans l'aviation, c'est d'abord la discipline. D'accord. On peut pas être un aviateur. Quand je dis aviateur, c'est un mot générique. Hein. Un PN, même un mécano, même si on ne nous a pas inculqué la discipline avec un grand D. Exactement. Et ensuite, bien sûr, après le mot discipline, ce qui vient derrière, c'est SOP. La SOP, pourquoi la SOP? Pourquoi Standard Operating Procedure? C'est justement ce qu'expliquait Mourad par rapport à son expérience quand il a fait sa croisière. Toutes mes félicitations, tu trouves le temps aujourd'hui de faire des croisières, je suis content pour toi, Mourad. Ça la traite, c'est ça la traite. Et donc voilà. Et c'est ce qui fait travailler, les SOP, c'est ce qui donne la possibilité à différents caractères, différentes cultures, différentes nationalités, de pouvoir travailler en même temps ensemble dans un même environnement fermé. L'environnement fermé, c'est quelque chose de très particulier parce que ça joue sur le stress. On parle de facteurs humains, on parle de human performance, on parle de pas mal de choses à ce sujet-là. Et donc tout ce qui a été dit a été vrai. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est par rapport justement aux tenues vestimentaires. J'ai entendu tout à l'heure qu'effectivement, il y a des compagnies qui avaient fait le choix de certains habits, de certains types de vestes, disons, par rapport aux cultures, par rapport... il y a une chose très importante, c'est que dans l'aviation, absolument toute innovation, toute insertion d'une nouveauté quelconque passe par le safety management. Le safety management, dans le safety management, il y a une méthodologie qui s'impose et qui s'appelle le change management. Le management of change, la gestion de changement. Alors derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Une gestion de changement, c'est ce qu'on appelle, nous les experts en safety, un risk assessment. C'est-à-dire qu'on va prendre le sujet, quel qu'il soit, hein. Je vais changer la couleur d'un habillement, je vais changer n'importe quoi. Eh ben, le safety management doit bosser dessus et réfléchir à tous les risques inhérents ou potentiels à ce changement. Et trouver, de manière proactive, à l'avance, toutes les mesures qui pourraient atténuer justement le fait que ce danger identifié à l'avance se transforme en occurrence. C'est vraiment, c'est le basique du safety management, ça. Hein. En affaire, je te rajouterais même quelque chose. Même au niveau du cockpit, pour l'ergonomie du cockpit, les couleurs adoptées par le cockpit. Ah oui, tout à fait. Ça joue énormément dans le safety management. Absolument, absolument. Absolument. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que moi j'ai beaucoup apprécié ce live avec vous. C'est Nordin, je t'avais promis d'essayer d'y participer très souvent, mais malheureusement, j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu la chance de vous accrocher. J'étais en voiture et là en ce moment, je mets sur TikTok quand il y a de la circulation. Ça me permet de passer un peu le temps. Et franchement, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Sahaïdkoum. Quelque part, c'est pareillement. Quelque part, j'ai pris la loi. Non, mais dis bikoum là, Nordin. Que Dieu m'en garde. J'oserais pas. Tu sais très bien que j'oserais pas, Nordin. En tout cas, je réitère le conseil que tu as donné il me semble, à Farid. C'est en fait pour toute interrogation, il faut pas hésiter à écrire à l'ANAC. Hein, donc, nous, on se fait obligation de répondre. On se fait obligation de répondre, du moins moi dans mon équipe. Concernant donc l'aviation légère et notamment les drones, dans mon équipe, mon numéro 2 à moi dans ma direction, dans la direction que j'ai le privilège d'avoir sous ma coupe, j'ai un ancien pilote de drone, un pilote d'essai de drone de l'armée, ancien militaire, l'ancien grade de lieutenant-colonel,
pilote d'essai de drone. Donc c'est lui qui est pratiquement, je l'envoie au symposium, je l'envoie, il participe avec ses collègues militaires, donc à la rédaction de tous les textes réglementaires. Et pour quelques questions qui intéresseraient les uns ou les autres, ou les professionnels actuellement du métier, ou les professionnels en devenir, il faut pas hésiter, hein. Donc il faut écrire à l'ANAC. Il y a une adresse mail toute simple, hein, c'est contact@anac.dz. Exact. Même par mail, il faut pas trop, c'est-à-dire, si vous voulez rendre la chose officielle, oui, faites un écrit. La warqana, pas la raqmana, tu vois. Donc, s'ils veulent encore écrire, il n'y a pas de problème. Mais sinon, un mail peut aider à répondre à quelques questions qui se poseraient. Récemment, j'ai mis en place un autre mail lié à la safety. Ça, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a des gens qui sont déjà actifs. C'est encore actif. C'est que j'ai mis en place 2 adresses mail très importantes qui sont liées totalement à la safety. L'une, c'est notification avec s.sécurité@anac.dz pour tout ce qui est mandatory reporting. Et j'ai mis en place une deuxième adresse mail qui est notification volontaire @anac.dz. Donc pour tout ce qui est demande d'avis, notification volontaire. Et ça tombe chez moi. Donc on a des procédures de gestion de ce genre de notification en matière de confidentialité, de dépersonnalisation et tout ce qui s'ensuit. Vas-y, Mourad. Très bien, moi, j'apprécie, bon, je connais la grande valeur de l'affaire et je vois que Merci beaucoup. il la met en application et on lui permet de la mettre en application, c'est très bien. Je ne peux que l'en féliciter. Voilà. Moi aussi. Merci beaucoup. Allez, tu voulais dire quelque chose? Non, très intéressant. Merci beaucoup, l'affaire. C'est tout ce que j'avais à dire. Tout le plaisir est pour moi. J'aurai l'occasion, Inch'Allah, de repartager avec vous certaines, mais il ne faut pas hésiter, quoi. شوف انا فرحت غير حزن. قول لي. Arrêtez le live pour te laisser languir dans ta circulation tout seul. Non, en fait, je suis arrivé. Là, j'ai pris le temps de rester dans la voiture. Ça tombe bien. Alors ça tombe Là, bien. il t'a coupé l'herbe sur le pied. J'ai rappelé. Alors, je te dis, je dis à tout le monde merci. Allez. Le truc et tout. Merci beaucoup à tout le monde. Absolument. Rappelle-toi de temps en temps, Barajas, Madrid. Bonne soirée. Oui, absolument. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Allez, Raphaël, c'est à cette heure-ci qu'il arrête le live. Hein. C'est du blanc. D'accord. c'est pas un cadeau qu'il me fait, j'ai bien compris. Non, c'est pas un cadeau. Asma, Nordel et moi, c'est 30 ans d'arriéré, hein, au minimum. Voilà. il y a des agios alors. Il y a des agios. Absolument. Allez. J'ai eu le plaisir. Pour information, j'en parlais récemment. J'ai eu le plaisir de connaître Nordel et JB depuis pratiquement 89 ou 90. Exact, ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Allez, au plaisir. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao. Au plaisir, à Raphaël. tous. Au revoir. Ciao.